E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles. Nous avons le plaisir de recevoir Madame le ministre Maïmouna Ndoye Seck. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Le jury du dimanche avec Madame le ministre des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires. Vous avez également une casquette politique puisque vous êtes membre du secrétariat national de l'Alliance pour la République, parti présidentiel. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame le ministre. Merci beaucoup Mamoudou. Vous me permettrez de présenter mes excuses à vos auditeurs pour la qualité de la voix fortement altérée par une grippe. Oui. Je voudrais également vous féliciter pour cette belle initiative de création d'un nouveau groupe de presse qui participe à la consolidation et à la diversification du paysage médiatique et me réjouir d'être invité du jury du dimanche. Merci beaucoup. Et vous êtes là dans nos studios et non à Paris pour le groupe consultatif. Pourquoi ? Le groupe consultatif, nous sommes tous bien représentés, puisque le chef de l'État, le président Macky Sall, étant un président qui travaille, maîtrise tous les dossiers de son gouvernement. Et je crois qu'il est en mesure de défendre tous les dossiers au niveau de ce groupe consultatif, qui est un moment d'écoute de nos partenaires techniques et financiers qui doivent nous annoncer dans quelle mesure ils vont nous accompagner pour la mise en œuvre de la phase 2 du plan Sénégal émergent. Donc il n'était pas nécessaire que tous les membres du gouvernement soient à Paris. Donc ceux qui étaient absolument indispensables sont là-bas. Nous restons au Sénégal pour continuer la mise en œuvre de la mission qui nous a été confiée. Il y a quand même un volet qui va vous concerner. Dans le volet infrastructure, naturellement, il y aura les transports aériens et toutes les infrastructures aéroportuaires que nous avons aujourd'hui. Bien entendu, les infrastructures sont partie intégrante du premier volet du plan Sénégal émergent, le changement structurel des bases de l'économie. Les infrastructures en général seront débattues et les infrastructures aéroportuaires en particulier seront prises en charge. Par le chef de l'État. Par le chef de l'État, par le ministre de l'économie et des finances, qui gère toute l'économie du Sénégal aussi, qui est à même de présenter et de défendre tous les dossiers du gouvernement. On parlera des transports aériens tout à l'heure. Au sein de l'opposition, certaines voix qualifient le plan Sénégal émergent d'échec. Vous répondez quoi ? Je répondrai que c'est peut-être des personnes qui restent dans leur salon, qui ne sont pas sur le terrain, parce que ceux qui sont sur le terrain voient les résultats du plan Sénégal émergent. Il y a même quelqu'un qui disait la semaine dernière au président de la République, vous inaugurez trop. Parce qu'il ne se passe pas 2 ou 3 jours sans qu'on inaugure une infrastructure, une réalisation du plan Sénégal émergent. Donc dire que c'est un échec, c'est peut-être ne pas avoir les mêmes objectifs que le président de la République. Il y a les inaugurations, mais il y a surtout la vie au quotidien des Sénégalais. Le plan Sénégal émergent aspire à faire en sorte que les Sénégalais vivent mieux, se soignent mieux, éduquent mieux leurs enfants. Ben voilà, donne également de l'emploi aux jeunes. Et sur ces points, il y a quand même des comptes performances. Mais j'étais en train de dire qu'il ne se passait pas une semaine sans qu'on inaugure une réalisation. Et ces réalisations sont les bases de tout ce que vous venez de dire. Parce que si on veut construire une économie solide, on doit avoir des bases solides. Et l'axe 1 du plan Sénégal émergent, je l'ai dit, c'est la consolidation des bases de l'économie. Les infrastructures sont les bases de l'économie et c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et vous parlez de mieux-être de la population. Je pense que ce mieux-être-là est patent, autant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et surtout dans les zones rurales. Puisque l'ambition du chef de l'État, le président Macky Sall, c'est de garantir l'égalité des chances à tous les Sénégalais. Donc le développement inclusif. Toutes les localités de l'intérieur qui n'avaient pas accès au réseau routier, qui n'avaient pas accès à l'électricité, à l'eau, sont prises en charge aujourd'hui avec le PUDC, qui est une branche du plan Sénégal émergent. Le programme Puma, plus d'autres programmes qui permettent d'améliorer la situation des Sénégalais. Et si chaque Sénégalais se regardait par rapport à sa situation d'avant 2012,
nous tous, nous pourrons dire que nous avons évolué. Peut-être que nous n'avons pas atteint l'objectif que nous nous fixions individuellement. Sur l'emploi, le gouvernement semble avoir, sur l'emploi, les 500 000... quelques contre-performances. Oui, mais les 500 000... D'où la création de la DER. Les 500 000 emplois qui étaient promis par le chef de l'État ont bien été atteints. Maintenant, si on regarde la masse de jeunes qui sont mis sur le marché du travail par an, on se rend compte que les 500 000 emplois formels ne peuvent pas prendre en charge l'ensemble de ces jeunes qui viennent dans le marché du travail. D'où cette politique du chef de l'État de pousser les jeunes vers l'auto-emploi pour que ces jeunes-là soient demain des employeurs. Et si on regarde de plus en plus ces jeunes-là, il y en a beaucoup qui n'aspirent même plus à trouver du travail formel, mais qui aspirent à devenir demain des employeurs avec les startups qui sont en train de créer, avec ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes apiculteurs qui sont en train de se développer au Sénégal. Et dans ce sens, nous pensons que le PSE est en train de réussir et que le président de la République est en train de mettre en place, avec la DER, avec les programmes de formation, les bases pour que tous les jeunes partent dans l'auto-emploi pour accompagner l'emploi formel. Référendum le 24 février 2019, pardon, je veux parler de l'élection présidentielle de 2019 à laquelle le président Macky Sall est candidat à sa propre succession. Nous y reviendrons. Je rappelle que le jury du dimanche de votre radio e-radio reçoit Madame Maïmouna Ndoye Seck, ministre des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires. Nous y sommes. L'aéroport international Blaise Diagne de Diass, ça fait 1 an. Inauguration le 7 décembre 2017. Nous sommes en plein mois de décembre 2018, le 16 plus précisément. 1 an après, que pouvez-vous dire, défi relevé, que vous avez eu raison sur tout le monde d'avoir procédé à l'inauguration de cet aéroport? Un sentiment de devoir accompli. Une grande satisfaction pour Monsieur le Président de la République qui a cru en cette infrastructure, qui était à l'arrêt pendant plusieurs mois, pour ne pas dire pendant plusieurs années, à cause des difficultés avec l'entrepreneur qui avait été retenu. Le président s'est fortement impliqué pour qu'on puisse finaliser les travaux et mettre en exploitation cet aéroport. Et aussi, une grande reconnaissance pour ces hommes et femmes qui se sont dévoués corps et âme pour qu'on arrive à la date du 7 décembre 2017. Vous avez été fortement critiqué. On a même assisté à une grève des aiguilleurs du ciel à l'époque. Je crois que la grève n'était pas liée à l'ouverture. On pourra y revenir tout à l'heure. Elle est quand même intervenue presque en pleine ouverture. Est-ce que j'ai été critiqué parce que j'ai fait mon travail? Je crois que non. J'ai été critiqué peut-être parce que certains ne voulaient pas qu'on quitte Dakar pour aller à Diass. Ils avaient leur raison. Moi, personnellement, derrière le président Macky Sall, j'avais la certitude que AIBD nous permettrait d'aller de l'avant dans le cadre du développement économique et social du Sénégal. Nous y avons cru et l'histoire nous a donné raison. Il y a quelques jours, vous venez de le dire, il y a une dizaine de jours, nous avons célébré la première année d'exploitation de l'aéroport. Et sur place, on a eu la satisfaction de constater que nous ne nous sommes pas battus pour rien. Concrètement, ça donne quoi? Alors qu'on attendait une croissance du nombre de passagers de 4%, on est aujourd'hui à plus de 9% de croissance. 2 300 000 passagers en 2018. Une performance jamais atteinte. Au jour d'aujourd'hui, si on y ajoute le nombre de passagers de l'année 2017, donc des quelques jours de 2017, on sera à pratiquement 2 500 000 passagers à la fin du mois, de la fin de l'année 2018. Donc c'est une grosse performance. Sur un objectif de 3 millions quand même. Non, l'objectif de 3 millions, oui, c'est à l'horizon 2023. Parce que AIBD est conçu pour garantir la qualité de service IATA B jusqu'à 3 millions de passagers.
Donc l'objectif c'était de 3 millions, c'était à l'horizon 2023. Il faut aller chercher 500 000 encore. Oui, mais ça, je pense qu'on va y arriver même avant cet horizon. Ah oui? Et nous sommes en train même de réfléchir sur l'extension de l'aéroport, parce qu'à ce rythme, on va atteindre très vite les 3 millions de passagers. Et si nous voulons maintenir la qualité de service que nous offrons aujourd'hui, il nous faut très vite travailler sur l'extension de l'aéroport. Il y aura une extension. Oui, mais il faut savoir que Vous pouvez l'affirmer. AIBD est conçu pour atteindre à terme 20 millions de passagers. C'est un aéroport modulaire. La première piste doit servir jusqu'à 10 millions de passagers. Quand on atteindra les 10 millions de passagers, nous devrions construire une seconde piste et des infrastructures symétriques pour aller jusqu'à 20 millions de passagers. C'est ça l'objectif de AIBD. C'est juste le premier terminal qui est aujourd'hui réalisé. Nous pensons que d'ici 2025 au plus tard, nous devrions mettre en service le deuxième terminal. Un deuxième terminal à AIBD, oui, à l'horizon 2025. Mais, Madame le ministre, il y a quand même que cet aéroport, il est exploité par l'AS. Ce n'est pas que des Sénégalais. Pourquoi vous avez fait cette option? Nous avons fait l'option, nous avons pris l'option de changer de paradigme, de changer d'attitude au niveau de cet aéroport de nouvelle génération. Et nous avons retenu d'avoir une société privée, avec une forte connotation privée. Même si l'AS est une société sénégalaise, il ne faut pas qu'on l'oublie. L'AS est une société de droit sénégalais, oui, détenue à 33% par la société Souma, à 33% par la société Limak, qui sont des sociétés turques, et à 66% pour la Turquie, et à 34% par AIBD SA, qui est une structure détenue à 100% par l'État. Et si vous allez au niveau de l'AS, à part peut-être une dizaine d'étrangers, tout le personnel est sénégalais. Et tous ceux qui travaillent autour également sont des Sénégalais. Et nous pensons que d'ici quelques années, même la direction générale devrait être gérée par des Sénégalais. Par des Sénégalais, parallèlement, il y a Air Sénégal SA, dont la relance des activités se justifie justement par l'ouverture de cet aéroport Blaise Diagne de Niasse. Avant d'aller plus loin, quelle est, de manière claire et définitive, l'actionnariat, la composition de l'actionnariat d'Air Sénégal? Aujourd'hui, Air Sénégal est détenu à 100% par la Caisse de dépôt et de consignation, à la date d'aujourd'hui, avec un capital de 40 milliards, qui est presque entièrement libéré. Il reste 3 milliards à peu près à libérer. Mais c'est aujourd'hui une compagnie détenue à 100% par l'État du Sénégal à travers la Caisse de dépôt et de consignation. Notre objectif est de l'ouvrir à des capitaux privés sénégalais, à minimum 20%, et aussi d'autres partenaires techniques étrangers peut-être, à un taux qui ne dépasserait pas les 40%. 20% pour le privé national. National et le public minimum. Ça, c'est un minimum. C'est l'objectif minimum, puisque nous souhaitons porter le capital de Air Sénégal à 100 milliards. Mais aujourd'hui, l'actionnariat est totalement sénégalais. Pourquoi CDC? La CDC est un instrument de l'État du Sénégal qui est là pour recevoir des fonds, l'épargne et la consignation des Sénégalais, que nous utilisons pour la mise en œuvre de la politique de l'État du Sénégal. La CDC n'est pas seulement actionnaire à Air Sénégal, il y a d'autres projets au Sénégal où la CDC, comme le Fonds 6, prennent des participations pour mettre en œuvre la politique du chef de l'État. Air Sénégal doit avoir une certification. C'est le permis d'exploitant aérien. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans cette procédure qui a connu d'abord un début avec des Sénégalais, un moment
qui sont écartés, c'est leur sentiment. Et aujourd'hui, sous votre contrôle, on a eu recours à ce travail qui a été fait par des experts sénégalais. Finalement, on aura perdu du temps. Mamadou, permettez-moi de remettre à l'endroit le processus de création de Air Sénégal. Quand on a voulu, parmi les missions que le chef de l'État m'avait données, quand il me mettait à la tête du ministère des Transports aériens, il y avait la finalisation des travaux de l'aéroport international Blaise Diagne, une compagnie aérienne forte et la relance du tourisme, parce qu'en ce moment, c'était le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Nous avons tenté de mettre Sénégal Airlines dans de bonnes conditions, ce qui n'a pas été possible. On a dû mettre en faillite cette société qui était déjà en faillite, constater la faillite et créer une nouvelle compagnie. Avec comme objectif de ne pas créer une compagnie de plus. Mais on devait prendre le temps d'étudier ce que nous devons faire. Nous avons eu recours à un grand cabinet international, le cabinet Siberi, qui nous a fait une étude pour quelle est la voie à suivre pour avoir une compagnie forte. C'est pour ça, quand on me dit que c'est le travail de Sénégalais qu'on a utilisé pour faire ce qu'on est en train de faire, je veux relativiser. Moi-même, selon nos informations, ce travail a été assuré par des Sénégalais dans 4 phases sur 5 possibles. Moi-même, j'ai présidé le comité de pilotage de cette étude pour la mise en place d'une compagnie nationale. Et nous avons rendu compte à M. le Président de la République à plusieurs reprises sur le travail qui a été fait avant qu'il n'arrête des décisions pour la création de la compagnie. Si vous parlez du processus d'obtention du PEA, oui. Effectivement, on avait mis en place une équipe de projet dirigée par M. Lamine Sow, à qui je rends hommage, parce qu'on travaillait en étroite collaboration. Un travail a été fait qui nous a permis d'acquérir les 2 ATR 72-600 qui aujourd'hui font Ziguinchor et le voisinage, qui nous a permis également d'entamer une procédure de certification. À un moment donné, on est passé à l'acquisition de la flotte et nous avons cherché un profil beaucoup plus adapté que nous avons proposé au chef de l'État, qui a marqué son accord pour la nomination de M. Philippe Bonne comme directeur général de Air Sénégal. Et tenant compte de l'objectif que nous lui avons fixé d'aller très rapidement sur Paris, il a eu à reprendre une partie de la procédure pour garantir la possibilité d'aller à Paris très rapidement. Mais cette certification a été obtenue depuis près d'1 an, puisque sans cette certification, on n'aurait pas pu entamer les vols. Il est revenu à l'expertise sénégalaise après l'avoir écarté, non? Oui, mais l'expertise sénégalaise, on ne peut qu'utiliser l'expertise sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, dans ces sociétés, à part 1 ou 2 personnes, il n'y a pas d'étrangers. C'est seulement des Sénégalais qui y travaillent. Oui, avec un DG et un DGA qui ne sont pas des Sénégalais. Est-ce que logique pour logique n'a pas de DGA, Mamadou. Oui, mais qui fait presque office de DGA. Logique pour logique. La CDC dirigée par M. Aliou Sall, Sénégalais bon temps, certains ajouteraient frère du président, CDC qui détient 100% des actions pour le moment d'Air Sénégal, pourquoi on ne procéderait pas de la même logique pour nommer un DG ou tout au plus un DGA, en tout cas celui qui ferait office de second, un Sénégalais? Mais moi j'ai toujours beaucoup d'appréhension ou même beaucoup de honte à parler de nationalité. Parce que moi j'aspire à voir des Sénégalais diriger les plus grandes compagnies du monde. Et quand on regarde les compagnies africaines, et même le Air France, est aujourd'hui dirigé par un non-français, et aujourd'hui dirigé par un Canadien. Donc ces questions de nationalité, pour moi, sont secondaires. Mais pourquoi un Sénégalais ne dirigerait pas Air Sénégal? Rien n'empêche. Question naïve. Rien n'empêche que
un Sénégalais dirige Air Sénégal, puisque un Sénégalais a dirigé Air Sénégal. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? À un moment donné, on a trouvé celui qui semblait avoir le meilleur profil pour mettre en œuvre ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous l'avons nommé à la tête de Air Sénégal. C'est aussi simple que ça. Un Sénégalais aurait pu l'être. Un Sénégalais aurait pu l'être. Un Malien aurait pu l'être. Pourquoi il ne l'a pas été? Je dis un Sénégalais l'a été et un Sénégalais peut l'être plus tard. À un moment donné, on a trouvé le profil qui nous semblait être le meilleur pour prendre en charge ce que nous voulions faire. On l'a mis à la tête de Air Sénégal. Quand sa mission sera terminée, on trouvera aussi un autre profil adapté pour mettre en œuvre les objectifs que nous allons fixer à ce moment-là. Qu'en est-il des pilotes? Il y aura des pilotes sénégalais? Mais on a un grand pilote sénégalais qui vient de Emirates. C'est le commandant Chersek qui a rejoint l'équipe de Air Sénégal aujourd'hui. Et nous aujourd'hui même? Non, pas aujourd'hui. Quand vous dites aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Qui a accompagné M. le Président de la République lors de sa visite chez Airbus. Et il y a d'autres pilotes aussi qui étaient dans d'autres compagnies qui sont en train de venir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pilote ne peut pas rester sans voler. Sinon, il perd ses qualifications. Vous avez parlé de la certification de la compagnie, mais aussi bien le personnel navigant de technique que le personnel de cabine doivent être aussi certifiés. Et si vous ne volez pas, vous perdez votre certification. C'est pour ça que quand Sénégal Airlines a fermé, ces pilotes sont allés travailler dans d'autres compagnies. Et nous sommes en train de les récupérer pour qu'ils rejoignent la compagnie nationale. Bonjour Khalifa Diakhaté. Je vous permets de dire bonjour à Madame le ministre. Bonjour Madame le ministre. Bonjour Khalifa. Bonjour, c'est un plaisir. Khalifa Diakhaté, à tout à l'heure. Je rappelle que le jury du dimanche reçoit Maïmouna Ndoye Seck, ministre des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires. Restons sur le sujet Air Sénégal. Quel positionnement l'État sénégalais compte donner à cette compagnie, ce pavillon national? L'ambition que nous avons de ce pavillon national, c'est de ne pas en faire une compagnie comme nous les avons connues, c'est-à-dire une compagnie qui va vivre 3 ans et mourir. Et c'est pour ça que nous avons prévu d'acquérir des avions neufs de dernière génération, ce qui ne s'est pas fait au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest depuis très longtemps, pour construire une compagnie forte. C'est une question d'option. C'est une question. Il y en a qui préfèrent louer. Les deux sont valables, non? Oui, mais pourquoi louer quand on a la possibilité d'acheter? Et vous avez acheté? À titre individuel, oui. On peut louer une maison, mais quand on est assez crédible pour aller trouver un emprunt et acheter une maison, on va acheter une maison au lieu de louer. C'est la même chose. Pour vous mettre à l'aise, les meilleures options pour réaliser un retour sur investissement sont classées comme suit. C'est l'immobilier, c'est les impôts et c'est également l'achat d'avions neufs. C'est ça. Je vous mets à l'aise. Donc, c'est cela. Pour une fois, je suis gentil. Je vous ai dit, oui. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes objectif. Je sais, je vous connais objectif. Gentil, c'est à discuter. Nous avons fait faire une étude sur pratiquement 1 an pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Un des résultats de l'étude montre que la meilleure rentabilité est obtenue avec l'acquisition en propre d'avions, même si ça nécessite beaucoup plus de trésorerie. Et c'est sur cette base, vu la crédibilité du Sénégal aujourd'hui sur le marché international de l'argent, le Sénégal a pris l'option d'acheter des avions neufs et aussi de louer, parce qu'on n'a pas tout acheté. Qui nous auront coûté combien? Vous me permettrez peut-être d'être plus approximatif, parce que ça dépendra des types d'avions. Si on prend les A330-900 Neo, il faut compter vers les 70 à 75 milliards de francs CFA par avion, prix catalogue. Mais nous avons acquis ça en deçà des prix catalogues, sans pouvoir être précis, parce que c'est en matière commerciale. On ne peut pas divulguer certains éléments des contrats d'acquisition.
Et les A330 Neo? C'est les A330 Neo qui sont des A330 900. Le Neo étant la nouvelle génération. On a d'autres Neo qui ne sont pas forcément des A330 900. Très bien. Donc, et l'État a entièrement financé cela? Air Sénégal a emprunté de l'argent parce que Air Sénégal est une compagnie détenue à 100% par l'État à travers la CDC. Et c'est naturellement que cette compagnie va aller trouver des financements pour acquérir des avions. Ce n'est pas une acquisition directe de l'État, c'est une acquisition de Air Sénégal. Sur le positionnement, pour revenir à cette question, Air Sénégal va inaugurer son premier vol sur Paris le 1er février 2019. Vous le confirmez? Je le confirme. Effectivement, le 1er juillet, nous allons commencer la liaison Dakar-Paris-Dakar. Et parallèlement, Corsair va arrêter à la même date? Si Corsair ne trouve pas un accord commercial avec Air Sénégal, Corsair va arrêter. Parce que je voudrais rappeler que les transports aériens sont régis entre les pays par des accords bilatéraux. Nous avons un accord bilatéral avec la France qui est caractérisé par l'équilibre de fréquences. Corsair venait au Sénégal au départ sur la base de vols charter. Avec les difficultés de Sénégal Airlines, nous avions donné à Corsair les droits du Sénégal, gratuitement, à la seule condition qu'on reprendrait nos droits quand on aura une compagnie capable d'exploiter la liaison. Et c'est ce que vous allez faire le 1er février. Ce qui est le cas. Oui. Nous avons notifié à Corsair qu'à partir du 1er février, les droits qui lui ont été octroyés par l'État du Sénégal seront repris et remis à la compagnie nationale. Ce qui est normal, puisque les droits de la France reviennent à Air France, nous allons donner nos droits à Air Sénégal. Maintenant, Corsair peut discuter tout accord commercial avec Air Sénégal dans le cadre de l'exploitation de la ligne. Air Sénégal vraiment en mesure d'assurer ces vols internationaux, de concurrencer de grosses compagnies? Les conditions sont en train d'être réunies. Et la première condition, c'était l'acquisition d'avions de dernière génération qui sont caractérisés par des économies en carburant très importantes, puisque le carburant est un des postes de charge les plus importants d'une compagnie aérienne, avec donc une compagnie de dernière génération qui devrait nous permettre d'attaquer le marché international. Et il ne faut pas oublier... Paris, il y a d'autres destinations hormis Paris? Pour le moment, avec le premier avion, on sera sur Paris. Oui. On va recevoir un deuxième A330-900 durant le deuxième semestre de 2019. Et en ce moment-là, nous pensons pouvoir aller vers l'Italie, vers l'Amérique du Nord et peut-être même l'Amérique du Sud. Ah oui, surtout l'Amérique du Sud, c'est très stratégique. Le Brésil, par exemple. C'est assez stratégique. Ce n'est pas très loin. Donc l'étude est encore en cours. L'avion, le second A330, devrait nous parvenir durant le deuxième semestre. Et nous sommes en train de finaliser la réflexion sur la destination. Mais il faut aussi savoir qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un avion sur la ligne pour être sur ces lignes-là. Nous travaillerons en partenariat avec toutes les grandes compagnies, que ce soit Emirates, que ce soit Air France, Emirates Delta. Qui ne vient plus à Dakar. Ah si. Emirates vient à Dakar. Emirates vient à Dakar. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris Emirates. Vous n'avez pas voyagé. Très bien. Je crois que vous avez boycotté AIBD, c'est pour ça que vous ne voyagez plus. Mais Emirates est à Dakar sur 4 ou 5 vols hebdomadaires. Pourquoi je boycotterais AIBD? Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Très bien. Très bien. Donc Emirates, il y a une possibilité. Il y a des possibilités de partenariat pour que quelqu'un qui veut aller en Chine, par exemple, puisse acheter un billet Dakar-Pékin sur Air Sénégal. Et dans le cadre d'un partenariat, que les vols subséquents puissent être exercés, effectués par d'autres compagnies. C'est cela qui assure la vie d'une compagnie. C'est un partenariat avec toutes les grandes compagnies. Alors, 2 A330, un qui s'appelle Casamance et un autre qui s'appelle Sine Saloum. Le président de la République en a fait la révélation lors de la présentation de son livre que vous avez d'ailleurs amené dans nos studios, Le Sénégal au cœur. Au-delà du sentiment national,
que j'éprouverais pour prendre des avions de la compagnie de mon pays? Qu'est-ce qui devrait me pousser, mais réellement, là je parle purement économie, purement intérêt, à prendre ces 2 avions? Le rapport qualité-prix. Parce que nous... Ah oui, sur Paris, vous feriez... Oui, vous allez faire mieux qu'Air France? Le rapport qualité-prix, parce que d'abord, nous avons misé sur des avions de qualité, un personnel qualifié, mais également un prix compétitif. Aujourd'hui, Air Sénégal vient d'afficher un tarif d'appel sur Paris de 300 000. Et nous voulons développer cette concurrence pour arriver à un tarif optimal. Nous ne serons pas là pour faire du dumping, puisque nous voulons avoir une compagnie pérenne. Donc, il n'est pas question de vendre des billets à un prix inférieur au coût de revient. Mais il nous faut avoir le juste prix pour garantir la pérennité de la compagnie, mais donner aussi aux Sénégalais et aux étrangers la possibilité de voyager à un prix acceptable. Des tarifs moins chers que sur Air France, par exemple, si on prend la destination Dakar-Paris. Vous savez, comparer les tarifs de billets d'avion est toujours difficile. Parce que dans un avion, même dans la même classe, on a des tarifs différents. Selon les saisons, selon le taux de remplissage, selon les options. Est-ce que c'est un tarif remboursable, un billet remboursable ou non? Mais ce que je peux te garantir, c'est que Air Sénégal vient de lancer son tarif d'appel qui a été fixé à 300 000 francs. Sur Paris. Paris-Dakar, Dakar-Paris-Dakar. Ah oui, 300 000. 300 000, tarif d'appel. Et vous pensez que c'est vraiment un prix compétitif? Bien sûr que c'est un prix compétitif. Mais vous êtes obligé de travailler, de collaborer avec Air France sur la logistique, sur les services. Je viens de dire tout à l'heure qu'une compagnie qui se respecte travaille avec toutes les compagnies. On sera sur Charles de Gaulle. Je crois que c'est une première pour le Sénégal, puisque toutes les compagnies sénégalaises que nous avions atterrissées à Orly, cette fois-ci nous allons atterrir à Charles de Gaulle. On va s'appuyer sur les services qui existent au niveau de ces aéroports auprès de nos compagnies partenaires pour assurer les services, comme nous le faisons au niveau des escales en Afrique et dans d'autres destinations. Au lieu d'avoir un personnel propre, on va s'appuyer sur le personnel des autres compagnies pour assurer le service. Donc on va développer un partenariat avec les compagnies africaines, mais aussi avec les grandes compagnies étrangères. Je rappelle que vous suivez votre émission Le Jury du Dimanche. On va permettre un peu à Madame le ministre de souffler, puisqu'elle traîne une grippe. Malgré tout, elle a tenu à être là. Merci en tout cas. Jury du Dimanche sur votre radio e-radio. À la présentation, Mahmoud Ibrakan. Dans 8 minutes, ce sera le tour de Khalifa Diakhaté avec ses 10 dernières minutes, bien naturellement. Une question de Cheikh Ibra Faye, Madame le ministre. À quand la réouverture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor? Dans sa compréhension, notre capitale est dépourvue d'aéroport depuis l'ouverture d'AIBD qui se trouve dans la région de Thiès, alors que toutes les capitales du monde en possèdent plusieurs. Réponse. Je commencerai par dire que l'aéroport Léopold Sédar Senghor n'est pas fermé. Oui. L'aéroport Léopold Sédar Senghor est aujourd'hui un aéroport militaire qui reçoit encore des vols officiels et des vols militaires. Ensuite, préciser que du point de vue de l'aviation civile, l'aéroport de Blaise Diagne est rattaché à Dakar. C'est l'aéroport de Dakar, Blaise Diagne de Dakar. Si vous allez dans les grands aéroports du monde, vous retrouverez Dakar. Donc ça, c'est un rattachement de l'aviation civile. Pourquoi il faut revenir sur les causes de la délocalisation de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, qui a été envahi par les habitations et qui ne remplissait plus les conditions de sécurité et de sûreté pour être certifié. Parce que souvent, on nous parle de certification de AIBD que nous venons de faire, parce que nous venons de certifier AIBD, mais il faut savoir que Léopold Sédar Senghor n'a jamais été certifié, puisque les normes ont été édictées il y a quelques années et nous ne remplissions plus les conditions de certification de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Et c'est pour cela que la décision a été prise
de délocaliser l'aéroport. Ensuite, il faut savoir que la capitale, le centre ou l'épicentre de la capitale est en train de se déplacer vers Diamniadio, qui est plus proche de AIBD que de Léopold Sédar Senghor. Oui, mais Léopold Sédar Senghor aurait pu être gardé comme aéroport de dégagement. C'est la question qui revient tout le temps. Oui, mais je dis l'aéroport de dégagement doit remplir les mêmes conditions de sécurité et de sûreté que l'aéroport normal. Faites en sorte qu'il le remplisse. Oui, mais si l'aéroport pouvait le remplir, on n'aurait pas délocalisé. J'ai dit, on a des maisons qui sont à moins de 300 mètres de l'axe de piste aujourd'hui sur Léopold Sédar Senghor. Et l'État a laissé faire. Hein. Je ne reviens pas sur le passé, moi je suis sur le présent et sur l'avenir. Oui, l'État impersonnel. Je suis sur le présent et sur l'avenir. Oui. C'est un constat, c'est un fait. L'aéroport, le périmètre aéroportuaire a été agressé. Et on n'arrive plus à respecter les normes pour les gros avions. Et c'est ce qui est à la base de la délocalisation de l'aéroport. Donc il est difficile d'en faire un aéroport de dégagement. Et l'aéroport de dégagement aussi, en général, c'est pour faire face à des conditions météorologiques, la plupart du temps. Et la zone de Diass et la zone de Dakar, partageant pratiquement les mêmes conditions météorologiques, il est difficile d'en faire un aéroport de dégagement. D'où l'importance du troisième volet du projet hub aérien sous-régional, qui est un projet phare du plan Sénégal émergent, la réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal. Nous sommes en train de reconstruire les aéroports de Saint-Louis et de Ziguinchor. Le programme sera lancé vendredi prochain par le chef de l'État à Saint-Louis, le 21 décembre, pour en faire des aéroports modernes, certifiés, qui pourront être les aéroports de dégagement par rapport à AIBD. Alors, Léopold Sédar Senghor, vous êtes en train de dire que l'option définitive, c'est d'en faire un aéroport militaire et non une cité des affaires. J'ai dit qu'aujourd'hui, le président de la République a signé un décret pour faire de l'aéroport Léopold Sédar Senghor un aéroport militaire. Je ne peux pas préjuger de ce que sera demain sera fait. Je sais qu'il y avait un projet de cité des affaires qui était porté par la CDC du Sénégal et la Caisse de dépôt du Maroc. Ce projet a été présenté au président de la République bien avant sa décision de faire de l'aéroport un aéroport militaire. Pourquoi la CDC est partout? Est-ce que la CDC est partout? La CDC appartient à l'État du Sénégal. C'est un instrument de l'État du Sénégal, comme dans tous les pays qui ont des caisses de dépôt. C'est un outil d'épargne qui est utilisé dans tous les pays pour réaliser utiliser l'épargne du Sénégal pour investir. Le périmètre foncier de Léopold Sédar Senghor ne fait pas l'objet de tang-tang? Je ne suis pas au courant. Je sais que les parents de Diakhaté veulent reprendre les terres de leurs ancêtres, les champs de leurs grands-parents. Et c'est légitime. Et c'est légitime parce que moi-même, le champ de ma grand-mère est à l'intérieur de l'aéroport. Oui. C'est légitime et je le revendique toujours auprès de Monsieur le Président de la République. Merci. Mais aujourd'hui, c'est la réponse qui est aussi une bonne réponse, c'est qu'on avait vendu ça aux Français pour en faire un aéroport. Aujourd'hui, c'est bien sécurisé par l'armée. Qui a l'espace aéroportuaire est sécurisé par les forces. Appartiendrait à la France? Non, ça n'appartient pas à la France. Oui. Ça appartient au Sénégal. Au moment de la colonisation, tous ceux qui ont signé des accords les avaient signés avec le gouvernement, les Français, qui colonisaient le Sénégal. Au moment des indépendances, tous les bâtiments, tout le foncier a été transféré à l'État du Sénégal. Très bien. C'est pourquoi certains disent que le palais prétendaient que le palais de la République appartenait aux Français, ce qui n'est pas le cas, puisque tout a été transféré à l'État du Sénégal. 2 minutes avant d'introduire Khalifa Diakhaté, on a parlé d'Air Sénégal, de la desserte intérieure que vous entendez développer, mais il y a aussi des compagnies privées. Comment allez-vous associer les deux exigences? De permettre au privé d'exister tout en développant Air Sénégal
au niveau des dessertes intérieures. Mais les privés existent aujourd'hui. Nous avons Transair qui est encore sur la ligne Dakar-Ziguinchor. Qui a été la première compagnie à atterrir, non? Non. Lors de l'inauguration de l'AIBD? Non. Oui? Non. Oui. C'était pas Transair. Oui. Qui devait l'être, mais qui finalement ne l'a pas été. Un couac. C'était pas un couac. Très bien. Parce que normalement, même c'est Air Sénégal qui a atterri en premier avec ses ATR qui devaient être présentés au public. Mais ce que je veux dire, c'est que ces compagnies, nous avons beaucoup de compagnies nationales. Certains font des vols réguliers, d'autres font des vols à la demande. Et ce que nous souhaitons, c'est de développer les aéroports régionaux pour non seulement développer les vols intérieurs, mais également permettre à des vols internationaux d'atterrir sur ces aéroports. Puisque quelqu'un qui doit aller à Saint-Louis ou à Ziguinchor n'a pas forcément besoin d'atterrir à AIBD. C'est ça l'objectif, la reprise des vols internationaux sur Saint-Louis et sur Ziguinchor. Et même sur Tambacounda avec le développement des mines. C'est ça l'objectif du programme de réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal. Le jury du dimanche avec Madame le ministre Maïmouna Ndoye Seck. Khalifa Diakhaté. Madame la ministre. Bonjour. Alors, ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais comme vous en avez parlé, juste préciser pour l'histoire qu'il ne s'agissait pas exactement d'une vente et que ces terres, en principe, devraient être restituées à la communauté Lébou. Vous savez très bien de quoi je parle, vous êtes au fait de l'affaire, donc il ne faudrait pas non plus créer de confusion. Voilà, c'était toute une petite précision. Je vous concède ce que vous dites sans être d'accord totalement. On aura l'occasion d'en reparler en privé. Je dis bien que ce n'est pas tout à fait... En privé, entre les mots. Très bien. Alors, première question. Quelles sont les chances de l'aviation civile sénégalaise d'échapper à la blacklist de l'OACI qui a dû taper du poing pour en faire l'audit en 2019, en février plus exactement. Ça après plusieurs reports. Et dans le schéma actuel que je vais vous dessiner, l'inculpation de toute la direction générale. Dans l'affaire de l'avion qui a disparu. Moi, je ne suis pas au courant du tout d'une inculpation. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous n'êtes pas au courant que le procureur a le dossier suite à l'enquête menée par le bureau qui a été installé à Dakar? Vous savez, quand il y a accident partout dans le monde, il y a l'enquête administrative qui est menée par le bureau enquête et analyse de l'aviation civile, mais il y a également la justice qui regarde. Ils ont défilé devant le procureur la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Les responsables sont convoqués pour les entendre sur le contenu du rapport. Alors, on en revient à la blacklist. Est-ce qu'on risque de figurer dans la blacklist de l'OACI? Pas du tout. C'est là où je voulais en venir. Puisqu'on parle de l'OACI qui tape sur la table pour faire c'est pas réel. Parce que vous avez fait du dilatoire. C'est pas réel du tout. On n'a jamais fait du dilatoire. C'est nous-mêmes qui avions demandé le report de cet audit, puisqu'on était très occupés avec le transfert des activités de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor à AIBD. On a demandé qu'on reporte après l'ouverture. Et là, ils ont dit, une question de reporter. Non, on a même demandé, l'OACI nous a même posé la question de savoir est-ce que le mois de février était adapté, vu le contexte électoral, et nous avons choisi de maintenir la date. Donc, il ne faut pas dire... Ils ne vous ont pas trop laissé le choix, non, Madame la ministre. pas du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'audit de l'OACI est un audit périodique qui est réalisé dans tous les pays. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans, et nous, ça fait 10 ans que nous n'avons pas eu d'audit. Très bien. D'audit global. Laissez-moi, Khalifa, je voudrais quand même préciser. Parce que souvent, on veut lier l'audit à l'autorité de l'aviation civile, ce qui n'est pas le cas. C'est l'audit du système de l'aviation civile du Sénégal. Qui est incriminé à la suite de cet accident. Non, qui n'est pas incriminé. L'audit est périodique, puisqu'il y a des notations qui sont données. Tous les pays, si vous rentrez dans le site de l'OACI, tous les pays sont audités et il y a des notes qui sont attribuées avec des taux de conformité qui sont définis pays par pays. On est bien d'accord qu'il y a de quoi être et le Sénégal, pessimiste. Non, il y a de quoi être optimiste. Bon. Le Sénégal, non seulement est au-dessus de la moyenne, et nous sommes presque sûrs qu'après cette étude, nous allons augmenter notre note
par rapport à la cotation on verra bien. Alors, comment, Madame le ministre, justifier que le directeur général d'Air Sénégal ait mis à la corbeille le business plan qui a été conçu en avril 2016, donc à la création par Siberi, et qui a coûté 2 milliards de francs CFA au Sénégal. Et ce business plan, notamment, préconisait, ce que Mamadou a souligné plusieurs fois, c'est sa préoccupation, préconisait la location, qui coûte beaucoup moins cher que l'acquisition d'avions. Je pense que ceux qui parlent de ce business plan ne le connaissent pas. Vous l'avez bien payé. Nous l'avons payé. À 2 milliards de francs CFA. Ça n'a pas coûté 2 milliards de francs CFA, loin de là. Bon. C'est un business plan. Ça a coûté combien? Ça a coûté 1,2 milliard. 1,2 milliard précisément. à la poubelle. C'est pas à la poubelle. C'est pour ça que je dis, ceux qui parlent de ce business plan ne connaissent pas ce business plan. Mais l'équipe qui l'a piloté est complètement sur la touche, Madame le ministre. Je disais tantôt à Mamadou que c'est moi-même qui ai présidé le comité de pilotage de cette étude, personnellement. Oui. J'ai présidé toutes les réunions. Alors, je pense qu'on se comprend. Non, laissez-moi terminer. Parce qu'il y a des personnes qui veulent s'attribuer un travail qui n'est pas leur travail. Et je pèse bien mes mots. Le travail a été effectué par le cabinet Siberi. Le cabinet, c'est un travail qui a été effectué par le cabinet Siberi avec un comité de pilotage que j'ai moi-même mis en place, que j'ai présidé personnellement, qui regroupait l'ensemble des acteurs. Alors, vous m'apprenez qu'il y en a qui en réclament la paternité. Personne n'a la paternité. Et je voudrais préciser que l'étude n'avait pas pour objet de dire il faut faire telle chose. On avait demandé à Siberi de nous étudier tous les cas de figure. Et je disais aussi tantôt à Mamadou que la conclusion de l'étude était que la solution la plus rentable était d'acquérir en propre les avions. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Oui, c'est ce que Ce que j'ai vu, c'est bien entendu laissez-moi comme terminer. l'a fait le Rwanda. Et beaucoup plus tard, vous aurez pu laissez-moi terminer mon raisonnement. Oui. Je dis l'étude a conclu que la solution la plus rentable était d'acheter. Donc il y a eu 2 étapes. Maintenant, ça nécessitait plus de trésorerie et ça nécessitait d'augmenter le capital de 40 milliards. Il y a peut-être Oui, si vous avez vu une version qui n'est pas la bonne. Alors la bonne, je ne sais pas. Après, c'est vous le ministre. Oui. Alors, et je dis, c'est moi-même qui ai présidé le comité de pilotage. Je n'oserais jamais remettre en cause. Par contre, je peux mettre en bémol. Maintenant, alors, cette question elle est importante. Beaucoup de Sénégalais, ne comprennent pas le choix de Malte pour la domiciliation des Airbus. Alors que, très franchement, l'ANACIM a fini de montrer son expertise. Je crois que ce n'est pas lié à l'ANACIM. C'est ce que je disais tantôt. Alors pourquoi Malte? Ce que je disais tantôt, c'est qu'en Europe, ils ont créé des règles très strictes par rapport à l'arrivée des compagnies non européennes au niveau de l'espace. Que vous ne remplissiez pas. Qu'on n'a même pas encore entamé. Aujourd'hui, nous avons pris l'option d'y aller avec une mise dans la flotte d'une compagnie européenne au départ, sur 6 mois, pour nous permettre de démarrer à partir du 1er février en attendant de terminer la procédure de certification. La procédure de certification au niveau de l'Europe. Mais nous avons terminé la certification au niveau de l'ANACIM. Donc Malte, parce que vous n'étiez pas vraiment prêt à vous lancer. On est prêt. Maintenant, chacun peut se barricader en disant que pour venir, il faut faire ceci. Très bien. Et nous voulons y aller en garantissant les meilleures conditions, ce qui n'est pas un blacklist. Parlons des meilleures conditions, surtout de sécurité. Alors, il y a le raccourci High Fly pour Dakar-Paris, qui coûte 1 milliard de francs CFA par mois, il faut le souligner. Il y a Air Côte d'Ivoire, là c'est plus grave, pour Dakar-Abidjan, fin de contrat le 26 décembre, avec un contrat dont l'ANACIM ignore tout, sans oublier la location du plus vieil appareil de la flotte ivoirienne. Je crois que vous... Alors, du coup, ma question est la suivante. Ouais. Je pose le tableau. Khalifa, Finalement, il te reste 2 minutes. Air Sénégal, je me demande, Mamadou, si Air Sénégal n'est pas plus une enseigne qu'une compagnie. Vous savez, vous êtes en train de répéter des choses que des gens jettent comme ça. Je ne répète rien, madame. Sur la place publique. Je ne répète absolument rien. Non, parce que quand quelqu'un peut nous dire... J'ai fait mon travail de journaliste. C'est un contrat dont l'ANACIM ne sait rien. L'ANACIM a pris connaissance de c'est l'ANACIM qui approuve tout contrat
tout contrat de location. Alors celui-ci. Tout contrat de location est approuvé par l'ANACIM avant que cet avion ne puisse faire la liaison. Donc dire que l'ANACIM ne voit pas le contrat, ne connaît pas le contrat, c'est une contre-vérité. Je le dis parce que c'est vérifié. C'est pas vérifié. Voici ma dernière question, Madame le ministre. C'est pas vérifié. Et ça, je le confirme. C'est pas vérifié. Les coûts que vous venez de mettre sur la place publique ne sont pas vérifiés du tout. Même les 200 milliards pour même les Airbus. Même les 1 milliard. Même les 200 milliards pour les Airbus. Ne sont pas quels? Les Airbus n'ont pas coûté 200 milliards de francs CFA. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Alors, dernière question. Philippe Bonne, on en parle, le directeur général de Air Sénégal, qui engage l'État du Sénégal en s'endettant auprès de la Société Générale, c'était en juin, pour payer dans l'urgence une tranche de l'acompte à la commande due au constructeur donc des 2 Airbus. A-t-il carte blanche pour poser un tel acte sans que vous ne soyez informé en amont, même le Premier ministre, même le ministre des Finances? Philippe Quelle est sa marge de manœuvre? Philippe Bonne ne peut rien faire sans avoir l'autorisation de son conseil d'administration. Sans l'autorisation... Et pourtant, il en a informé les autorités au plus haut niveau après l'avoir fait. Ce n'est pas réel. Donc on se demande... Ce n'est pas réel. Je peux vous dire exactement où c'était et quand c'était, Madame le ministre. Ce n'est pas réel. Moi-même, j'ai eu ce contrat. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Maintenant, c'est ceux qui ne savent pas, qui passent leur temps à raconter des Dans la pratique, est-ce qu'il est vraiment sous votre tutelle? Il est sous la tutelle de son conseil d'administration, Philippe Bonne. C'est Air Sénégal qui est sous ma tutelle, pas Philippe Bonne. Philippe Bonne est sous la tutelle de son conseil d'administration. Les 10 dernières minutes sont épuisées. Madame le ministre, on avait prévu quelques questions politiques sur la présidentielle de 2019 à l'heure du dépôt des candidatures. Vous avez vraiment l'assurance, la confiance que votre candidat, le président sortant, va gagner au premier tour? On a bon espoir, et pour ne pas dire on a la certitude que le président de la République passera au premier tour. J'ai dit pour ne pas dire la certitude, parce que sinon vous allez nous accuser de préparer quelque chose, que le président passera au premier tour. Aujourd'hui, notre défi, c'est de faire en sorte que le score soit sans appel, pour que personne ne puisse avoir quelque chose à dire. En préparant quelque chose. Le président Macky Sall... Vous préparez quelque chose? On prépare les élections. L'opposition, en tout cas, dit qu'il y a un hold-up qui se préparerait. L'opposition prépare sa défaite. Le président Macky Sall a le Sénégal au cœur. Les Sénégalais ont le président Macky Sall au cœur. Merci, Madame le ministre. Maïmouna Ndoye Seck, ministre des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires. Dans un instant, Antoine, toutes nos excuses. On t'a pris 1 minute par rapport au midi. Aliou Diassé à la technique, Colo pour la vidéo qui sera diffusée sur notre compte YouTube Immédiat Invest. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.